Bonjour, bienvenue à cette webconférence UPV qui a pour thème aujourd'hui images, photos et Internet, droit d'auteur ou libre service. Avec Internet, la diffusion, la copie et le partage d'images sont devenus extrêmement faciles et rapides. Cette évolution, cette généralisation des pratiques crée de nouveaux défis pour la protection des droits à l'image. En termes d'utilisation, entreprises et salariés doivent prendre un certain nombre de précautions. Et bien entendu, un certain nombre de questions se posent. Les images en accès libre sur le web sont-elles réutilisables sur mes pages sociales et sur mon site internet? Peut-on faire tout ce que l'on veut avec les images gratuites ou dites libres de droit? Comment réagir à de nouvelles pratiques comme le copyright troll, ces courriers de menaces qui revendiquent une violation de droit d'auteur sur une photo qu'on aurait utilisée sur son site internet ou sa page sociale? La liste est longue et aujourd'hui, pour nous aider à décrypter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Tiffany Dumas, avocate au barreau de Toulon et spécialiste dans le numérique. Je la remercie pour son intervention. Donc, petit rappel, vous pouvez poser vos questions en ligne. Je les transmettrai à Maître Tiffany Dumas, à qui je passe la parole sans plus tarder. Merci. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour un sujet qui va brûler d'actualité parce que c'est le moment où baisse d'activité économique, on se dit tiens, on va refondre un petit peu son site internet et ou bien on va recevoir des courriers désagréables parce que on a envie d'être en vacances et on risque d'être un petit peu intimidé. Alors, je suis Tiffany Dumas, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du numérique. Je me suis spécialisée dans la protection des données et c'est vrai que j'accompagne entreprises et institutionnelles ou collectivités dans leur propriété intellectuelle et dans leurs projets numériques et informatiques pour qu'ils soient conformes, mais aussi qu'ils soient protégés contre des actes malveillants d'un point de vue juridique. Alors, images, photos, Internet. D'abord, qu'est-ce qu'on va trouver sur Internet? Je voulais d'abord me poser la question, voilà, vous avez une photo, vous allez refondre un site. Bon, c'est vrai que prendre des photos soi-même, ça peut être un budget si on veut les avoir de manière personnelle. C'est beaucoup plus simple de venir les télécharger sur un moteur de recherche. Mais du coup, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller venir googler les photos et de les utiliser? Qu'est-ce qui se trouve derrière une image? Une image peut avoir plusieurs droits. Vous avez la propriété intellectuelle. Une image peut être une propriété industrielle, par exemple une marque ou un logo. Elle peut aussi avoir des droits d'auteur. Et si c'est une photo d'une personne ou la représentation d'une personne, elle peut même avoir des données personnelles. Donc c'est vrai qu'au moment du choix de l'image, il faut se poser la question, quels sont les droits de la personne qui a pris cette photo ou qu'on va venir voir, voire même du bien, parce que ça peut être aussi un dessin ou un modèle. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'utiliser cette image et quels sont les droits de propriété intellectuelle ou de données personnelles qui peuvent se retrouver derrière? La deuxième question à se poser, c'est pourquoi j'ai besoin de cette image? Qu'est-ce que je souhaite en faire? Est-ce que je veux la remettre sur mon site internet? Est-ce que je veux la publier sur ma page, mon réseau, ou republier? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement rapide avec le petit bout, avec le doigt de pouvoir reprendre et taguer une image sur sa page sociale. La question c'est de savoir à quel usage. Est-ce que c'est ma page sociale privée que je n'exploite pas dans un but professionnel, donc un usage privé, comme lors d'une fête de famille, lors d'un mariage, on utilise beaucoup ce genre de présentation, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un usage pour une présentation commerciale, pour mettre en valeur son site internet, pour le mettre sur ses prospectus ou ses devis? Autre chose, si vous êtes étudiant ou formateur, est-ce que vous utilisez cette image pour mettre en valeur une formation? Alors, c'est vrai que ce sont des régimes qui sont complètement différents. Alors, posez-vous vraiment la question. Si vous avez un usage dit commercial ou une publication sur votre site internet ou votre page sociale exploitée dans un but professionnel, vérifiez bien que dans ces cas-là, vous n'êtes pas dans une situation d'un usage privé, que du coup, l'auteur vous a autorisé expressément d'utiliser cette image dans un but commercial et de la reproduire. Donc,
point clé, site internet, page sociale, présentation commerciale, donc dans votre documentation commerciale, c'est un usage commercial. Bien sûr aussi, si vous souhaitez ensuite revendre les photos, mais ça va sans dire. Autre question à se poser, où ai-je trouvé l'image? Est-ce que vous êtes allé la télécharger sur Google? Parce que ce n'est pas parce que vous la voyez librement dans Google Images que vous pouvez l'utiliser. C'est comme quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez une fenêtre ouverte, ça ne vous donne pas le droit de sauter dans la maison pour aller fouiller ce qu'il y avait dans la chambre de la fenêtre ouverte. C'est exactement le même principe. Libre d'accès ne veut pas dire libre d'usage. Il faut vérifier derrière. En fait, le seul moyen de pouvoir s'assurer que vous avez des droits, c'est que l'auteur de l'image, on a expressément, donc par écrit, noté quel est l'usage que vous pouvez avoir. C'est exactement le même principe quand vous allez, donc, autre conseil que je peux vous donner, commencez par aller dans des banques d'images, donc des banques qui se disent des sites internet spécialisés dans la distribution, dans la commercialisation d'images. Il y en a qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes. Les gratuites, attention, parce que là, chaque auteur va venir expliquer dans quelles circonstances on a le droit d'utiliser la photo, que ça soit le dessin, que ça soit la prise de vue, le concept, le logo. Et après, vous avez en général, donc là, si vous avez un usage commercial, donc si vous voulez le réutiliser sur votre site internet ou sur un blog ou sur une page sociale professionnelle, je vous conseille d'aller plutôt, même si c'est un petit coût, un coût relatif, d'aller vers une banque d'images payante parce que c'est justement ce que l'on va venir vous garantir. Donc, le principe, un téléchargement sans restriction, ce n'est pas parce que vous pouvez cliquer droit sur l'image et que vous pouvez la coller facilement, la reprendre, la télécharger facilement, que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Rappelez-vous, vous êtes dans la rue, la fenêtre est ouverte, ça ne vous donne pas pour autant le droit de pouvoir entrer dans la maison. Sans accord, deuxième principe, sans accord express et écrit de l'auteur, l'utilisation d'une image est susceptible d'être protégée et très limitée, et donc vous n'êtes pas sûr en fait de l'utilisation de cette image. Cette règle, elle est identique pour les logos, pour les marques, pour les dessins et pour les modèles. Il faut que vous ayez quelque part un écrit, donc notamment si par exemple si vous êtes un partenaire, si vous vendez des produits d'une marque, par exemple des logiciels d'une marque, veillez, si vous voulez vous vanter et utiliser le logo de cette marque, que votre partenaire commercial vous a donné l'autorisation de l'usage de sa marque et de son logo et dans quelles circonstances il peut l'utiliser. Très souvent, ils vont vous demander un droit de citation. Et dans ces cas-là, l'usage, c'est de le citer en bas de votre page dans vos conditions générales d'utilisation de votre site, où vous allez décrire en fait les crédits photos, donc les auteurs de vos différentes sources. Pour les banques d'images, à vérifier. Quand elles sont gratuites, eh bien, en général, elles sont limitées à un usage privé ou pédagogique, de but de formation, de présentation scolaire. Certaines, celles qui sont dites libres de droit. Donc, libre de droit, ça ne veut pas dire qu'on peut les utiliser comme on veut. Ça veut dire que l'auteur dit dans quelles circonstances on peut les utiliser. Elles sont en général à un usage commercial avec une obligation de citation. Donc, quand c'est l'obligation de citation, veillez derrière à marquer dans les conditions générales d'utilisation ou dans vos mentions légales, les auteurs que vous avez cités. Pour les payantes, alors ça dépend de chaque banque d'images. Donc, je vous conseille en fait de jeter rapidement un coup d'œil dans les conditions générales d'utilisation. En général, justement, c'est ça qu'on va venir payer, c'est la réutilisation commerciale de ces images pour les plus grandes, les plus fameuses banques d'images. Très souvent, ils vous demandent aussi, malgré tout, malgré l'usage, de citer l'auteur.
ou la banque d'images, donc le propriétaire en fait de celui qui vous a commercialisé. En bas, donc si vous l'utilisez dans un prospectus, on va le retrouver de manière discrète, mais il faut que ça soit suffisamment lisible, donc reconnaissable, il ne faut pas que ça soit illisible. Et sur un site internet ou sur des pages sociales, eh bien, c'est dans les pages sociales, je vous recommande de mettre en place une politique de confidentialité et aussi des conditions générales d'utilisation. Et là, citer en fait les droits d'auteur, les auteurs de, donc on appelle ça crédit photo, de vos images. Alors, comment réagir face à un copyright troll? Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que vous avez déjà obtenu, de très très nombreuses personnes ont déjà obtenu un courrier qui vous dit si vous ne payez pas, vous avez utilisé notre photo, donc notre photo sur notre site internet ou notre musique comme musique d'attente sur notre téléphone ou payez-nous une somme d'argent avec une insistance très prononcée, des lettres de mise en demeure, des courriers recommandés, parfois même des lettres d'huissier. Alors c'est là, il faut être vigilant. Vous revendiquant le paiement d'une somme d'argent contre l'utilisation de l'image. Alors attention, parce que toutes ces pratiques ne sont pas une arnaque. En réalité, ces demandes sont en général parfaitement légitimes. Parce que c'est justement le moyen pour un auteur de pouvoir faire valoir ses droits. Le copyright troll, c'est quand on va venir détourner cette pratique légale et légitime dans le but d'une arnaque. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a une image et qu'on sait indirectement qu'on n'est pas l'auteur ou qu'on n'est pas venu vérifier le droit d'auteur, que forcément, il y a des droits de propriété intellectuelle qui sont attachés. Donc, du coup, ce que je vous propose ici dans ce webinaire, c'est d'apprendre à différencier les revendications légitimes des arnaques. Alors, si on vous demande, si vous recevez un courrier qui vous revendique des droits sur une marque, donc quelle est la première chose, les premiers réflexes à avoir? D'abord, vous vérifiez si la personne fait référence au numéro de la marque, au numéro d'enregistrement de la marque et savoir dans quel registre il est enregistré. Sachez que s'il n'est pas enregistré à l'INPI, si vous ne le retrouvez pas dans la base marque INPI, qui répertorie toutes les marques qui sont en vigueur en France, qu'elles soient des marques internationales ou des marques européennes ou des marques françaises, c'est que la marque, déjà, elle ne vaut pas grand-chose en France. Donc, premier réflexe, demandez le numéro d'enregistrement de la marque, allez sur la base marque de l'INPI et vérifiez si cette marque existe et si elle est en vigueur. Sachez que si la marque n'a pas été renouvelée, elle va vous dire marque expirée. Et du coup, vous savez déjà que ça risque d'être une demande qui n'est pas justifiée. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous revendique des droits d'auteur. Alors, sachez que le droit d'auteur, les critères sont complètement différents. Il n'existe pas de registre. En fait, le droit d'auteur naît par le fait même de sa création. Donc, on n'a pas besoin d'enregistrer une photo, une peinture, une création, un design dans un registre, excepté les dessins et modèles. Mais ça, c'est une question particulière. Donc, premier réflexe à avoir, c'est qui est l'auteur de l'image, la description claire de l'image, parce que très souvent, je vois des courriers passer qui disent « Vous avez mis une photo d'un bateau sur mon site internet sans dire exactement qui est le photographe exact, comment il s'appelle. » Donc, très souvent, les vraies demandes de droits d'auteur, ce sont des personnes qui sont venues s'inscrire dans des registres et des sociétés d'auteurs qui sont reconnues. Donc aussi vérifier la légitimité sur le site internet de la société d'auteurs qui revendique pour voir si ce sont des sociétés connues, exemple comme la SACEM pour la musique. Et ensuite, donc l'identité, très souvent aussi, les photos qui sont, ou les images qui ont un droit d'auteur sont répertoriées dans des registres privés des sociétés, justement pour faire valoir en fait la preuve
de cette image. Et ensuite, le critère vraiment pertinent pour voir si c'est une photo qui a des droits d'auteur, selon la jurisprudence, c'est le critère de l'originalité. Je vous prends un exemple. Vous prenez en photo mettons, dans un rayon de supermarché, sur un fond blanc, sans aucun travail, en fait, juste un objet, eh bien, on peut remettre en doute une photo de supermarché. D'ailleurs, le critère est de plus en plus difficile parce qu'il y a énormément de gens qui prennent des selfies ou qui prennent de photos d'objets avec leur téléphone sans aucun travail d'originalité. Donc, il faut un travail de lumière, il faut qu'à travers l'image, on voit en fait la patte de l'auteur. C'est par exemple, un exemple très très classique, mais on va prendre la patte de Robert Doisneau dans ses photos, le travail qu'il va prendre sur la prise de vue, le fait que ça soit le travail qu'il va faire sur le flouté en fait des personnes qu'il va mettre en avant. Tout ça reflète une patte en fait de l'auteur et ça c'est un véritable critère d'originalité. Donc si vous prenez notamment très souvent pour des photos de sites internet, pour mettre en valeur des sites internet, et vous avez mis en place, vous avez pris des photos de boulons parce que vous êtes un industriel sans aucun effort, c'est juste la présentation de vos boulons. Bon, la photo revendiquée, il y a peu de risques en fait qu'elle soit considérée comme quelque chose d'original. Un autre exemple, ça aussi je le vois assez souvent, c'est la page d'accueil d'un site internet. En fait, la structure de la page d'accueil d'un site internet, elle est très normée. Si vous êtes allé la prendre auprès d'un modèle d'un éditeur classique type Yonos, Wix, PrestaShop qui vous a donné en fait une structure et à partir de là, l'originalité de la structure de votre page d'accueil, un auteur ne va avoir des difficultés de prouver l'originalité de son travail s'il est passé par des modèles prévendus tout près. Un dernier exemple, ce sont les selfies pris sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup les influenceurs. Très récemment, il y a eu ce mois-ci en fait une jurisprudence qui est sortie d'une influenceuse qui avait l'habitude de se prendre en photo dans l'ascenseur sur ses tenues et une grande marque a repris en fait ce même esprit, c'est-à-dire la prise de photo d'une personne qui a voulu vanter en fait les vêtements de luxe pris dans un ascenseur, soi-disant de manière similaire comme cette fameuse influenceuse. Donc, les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas de marque d'originalité parce qu'il y avait énormément de personnes qui se prenaient en photo devant un miroir dans l'ascenseur et qui se prenaient en selfie. Et du coup, l'influenceuse a perdu, elle n'a pas pu faire valoir l'originalité de sa photo parce que le fait de se prendre en photo avec un téléphone dans un milieu de vie quotidienne ne démontre pas l'originalité en fait de la prise de vue du photographe. Enfin, comment réagir ? Bon, si vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une arnaque, eh bien, commencez par analyser la légitimité de la demande et ensuite, surtout, ne pas payer. Aussi, ne vous laissez pas intimider. Quand vous êtes face à des situations d'arnaque, vous allez recevoir sur une période relativement courte beaucoup de courriers, peut-être même des appels, des courriers de mise en demeure avec des recommandés, peut-être même des courriers d'huissier. Alors attention, il y a une différence si c'est une assignation dans un tribunal ou une simple courrier d'huissier. Donc ne vous laissez pas intimider. Et si vous avez un doute, demandez conseil à un spécialiste qui va pouvoir vous aider à analyser la légitimité de la demande. Autre cas de figure complètement différent, on vous revendique, donc vous avez pris cette fois l'image d'une personne humaine et on vous revendique des droits sur les données personnelles. Comment réagir ? Alors, sachez qu'il y a des différences entre les photos de groupe en fait prises dans la foule, comme vous pouvez le voir ici au fond de ma présentation, et les photos où on voit vraiment en premier plan, où de manière assez claire, on arrive à identifier une personne.
Donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances vous avez collecté, donc prise cette photo? Si c'est vous qui l'avez prise, donc la première chose à faire, c'est commencer avant de prendre la photo, vous assurer du consentement, donc de l'autorisation des personnes que vous souhaitez prendre en photo. Et si c'est une photo de groupe, assurez-vous qu'on ne puisse pas déterminer clairement une personne dans le groupe. Donc, évitez de prendre des premiers plans ou une personne séparée des autres plans. Ça vous évite d'avoir des risques en fait de contestation du droit à l'image. Si c'est pas vous si vous n'êtes pas à l'origine de la photo, à part si c'est une banque d'images, donc là vous êtes allé vérifier en fait l'autorisation, mais sinon je vous conseille de la supprimer. Maintenant, si la personne, en fait, si vous pensez que vous êtes dans votre bon droit, mais vous souhaitez quand même conserver cette photo et qu'on continue à l'utiliser, eh bien, demandez, vous ne savez pas qui est la personne qui vous fait cette demande. Eh bien, commencez en fait par comparer, demander en fait une preuve d'identité de cette personne pour pour que vous puissiez constater si effectivement c'est bien la personne qui est sur cette image qui revendique ses droits. Dans ces cas-là, le conseil, donc si vous constatez que ce n'est pas la bonne personne, vous pouvez, dans le doute, moi, dans tout le doute, je vous dis de plutôt la supprimer, mais bon, ça peut devenir contestable et vous pouvez demander à un spécialiste parce que finalement, ce n'est pas la vraie personne qui l'a revendiqué. En revanche, si c'est la personne, si vous pouvez corroborer que c'est bien la personne qui est sur la photo qui revendique ses droits, il faut, comme c'est un consentement dont vous avez besoin de cette personne-là, il faut effectivement l'enlever du site internet ou du lieu où vous l'avez publié parce qu'elle retire son autorisation d'utilisation de cette photo. Dans tous les cas, en cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. On aura plaisir à vous aider dans votre démarche. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis à votre disposition. Merci Tiffany. Alors, quelques questions. La première, a été présentée un petit peu la démarche des risques potentiels et des risques d'arnaque, entre guillemets. Mais l'entreprise qui aurait quand même déposé ou publié des images, mais sans avoir eu une démarche volontaire de biaiser, elle s'expose à quoi? Quels sont les risques d'amende, de recours, de poursuite? Alors, ça va dépendre en fait de l'auteur. Vous êtes dans le cadre, donc ça dépend en fait des cas de figure. Si c'est l'utilisation d'un logo, vous êtes dans une situation de contrefaçon. Donc à chaque fois, donc ça va être le propriétaire de la marque, du dessin et modèle, donc qui l'a enregistré dans un registre, qui risque de vous revendiquer des droits et demander non seulement la suppression, donc en cas de contentieux, non seulement la suppression de l'utilisation de l'image, mais aussi des dommages à intérêts. C'est pareil pour l'auteur, en fait. L'auteur, quand on est dans le cadre de la propriété intellectuelle, on va aussi vous demander de supprimer l'image. On est dans l'hypothèse où c'est justifié, évidemment, et demander des dommages et intérêts. Après, voilà, le plus grand risque, c'est le risque d'un contentieux. Il n'y a pas de sanction pénale. Donc, il y a des sanctions. Enfin, ce n'est pas le sujet, en fait, d'aujourd'hui. D'accord. Autre question, c'est nos pratiques de plus en plus courantes. Je veux mettre en avant mes collaborateurs, soit sur les réseaux sociaux, soit sur mon site. Quelles précautions je dois prendre pour pouvoir les prendre en photo et utiliser leur image? Excuse-moi, Philippe, tu peux répéter? Je disais, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui essayent ou ont envie de valoriser leurs collaborateurs, donc les prennent en photo, font des stories, les mettent sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Quel prérequis faut-il pour que je puisse utiliser les photos de mes collaborateurs? Alors justement, pour l'utilisation en fait d'images, par exemple sur un trombinoscope, sur un site internet public, pour valoriser son équipe,
soyez vigilants avec vos collaborateurs, ça ne rentre pas dans le cadre de leur contrat de travail. Il faut donc pour cela que vous obteniez une autorisation séparée, express, juste pour cet usage de l'utilisation. Et je vous conseille de le faire par écrit auprès de vos collaborateurs et voir avec eux. Voilà, cette autorisation, en général, elle est valable jusqu'au départ du collaborateur. Donc, veillez aussi, si vous avez obtenu cette autorisation, que le collaborateur quitte l'équipe, eh bien, de mettre à jour votre site Internet. Et supprimer, par mesure de précaution, supprimer l'image de votre collaborateur pour éviter, pour le coup, un risque de contentieux au prud'homme. Donc, toujours tracer la sollicitation de quelqu'un. Oui. Alors, je crois qu'on a peut-être un problème d'image. Je ne sais pas si les gens voient Tiffany. Je continue les questions, hein, en tout cas, on t'entend. Concernant la photo de groupe, admettons qu'une personne revendique la suppression de l'image et qu'elle est en droit. Peut-on flouter cette personne et republier la photo? Alors, le critère, oui, c'est le fait qu'elle ne soit pas identifiable. Donc, pas identifiable par n'importe qui. Donc, oui, le travail conseillé, c'est effectivement de flouter les photos sur lesquelles et flouter les personnes. Je vous conseille de le faire avant de le publier si vous avez des doutes. Effectivement, si la personne n'est plus reconnaissable, elle ne peut plus revendiquer et qu'on n'est plus en capacité de dire qui elle est exactement, on ne peut plus revendiquer des droits dessus. Alors, une autre question. Est-ce que je suis propriétaire des photos que je prends des maisons que je commercialise? Des propriétaires de maisons que je n'ai plus en gestion peuvent-ils utiliser les photos que j'ai prises de leurs biens sans mon accord? Alors, je n'ai pas tout à fait compris. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier. Hein. Oui, donc, oui, ça j'ai compris. Donc, c'est une photo, en fait, à quel moment je fais des photos d'une maison pour en faire la promotion, puis cette maison, je ne l'ai plus en vente. Et les propriétaires de la maison utilisent mes photos sans mon accord. Ah, d'accord. D'accord. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est de les prévenir que vous ne souhaitez pas qu'on utilise vos photos d'abord. C'est vrai qu'ensuite, c'est encore le critère de l'originalité de la photo. Si vous le mettez dans le contrat au préalable, que la personne s'engage à ne plus utiliser les photos, peu importe qu'il y ait un droit d'auteur ou pas, vous l'avez contractualisé, ça devient une violation contractuelle. Ça vous permet de vous protéger vis-à-vis en fait de l'usage ultérieur. Après, pareil, hein, dans le cadre de l'immobilier, la prise de photos, faites pas à part si vous faites venir un photographe professionnel pour les photos d'immobilier qui, lui, est censé faire un travail de créativité et de personnalité, de prise de vue, de lumière pour mettre en valeur la photo. Des simples photos prises par le téléphone pour publier rapidement, le droit d'auteur est assez contestable. Donc, la réutilisation de la photo n'est pas... derrière, dans un contentieux, ça pèsera pas très, très lourd, en réalité. Donc, c'est différent. Voilà. Si vous êtes, par exemple, dans l'immobilier, vous faites intervenir une équipe professionnelle pour la prise de photos qui fait un vrai travail artistique, on va dire, un travail de mise en lumière. Là, on pourra travailler sur l'originalité de la photo. Dans les autres cas, c'est difficile, ça sera difficile à démontrer. Donc, la seule chose, c'est un engagement express de vos clients à ne pas réutiliser la photo dans le cadre de la signature de votre mandat. Merci Tiffany. Alors peut-être une dernière question avant de conclure. Tout ce qui a été présenté là concerné l'image, est-ce que c'est applicable, transposable à la vidéo? Partiellement, oui. Alors effectivement, pour la vidéo, c'est pareil, la vidéo est couverte par le droit d'auteur. Vous pouvez, il y a le principe de la courte citation. Si c'est une courte citation, alors attention avec les répliques qui sont devenues cultes de certains films, celle-ci pourrait être, par le fait que c'est devenu culte et qu'on peut reconnaître tout de suite en fait le film qui se trouve derrière, pourrait y avoir des droits d'auteur. En revanche,
Voilà, et donc il y a à nouveau ce critère d'originalité qui revient. En revanche, ensuite, sur les vidéos, si on n'arrive pas à reconnaître l'originalité du film, c'est contestable. Et derrière, il y a à nouveau un droit à l'image, donc exactement pour les données personnelles, donc sur le droit à l'image aussi. Veillez à ce que les personnes qui sont filmées vous donnent leur autorisation préalable, ou sinon venez flouter les personnes pour lesquelles vous n'avez pas les autorisations. Merci. Alors, s'il y a encore des questions, c'est maintenant. Sinon, on va conclure pour cette matinée. Bon, mais écoutez, il n'y a plus de questions. Je pense que la présentation était claire. Il me reste à remercier Maître Tiffany Dumas et souhaiter une bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.